Simple Blue Monday passager ou plutôt épidémie qui sort du silence. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, la parole se libère sur la santé mentale. Stress, anxiété, dépression, depuis le Covid-19, on n'a jamais autant sonné l'alarme sur le moral des moins de 30 ans. Bonjour, c'est Romane Goua, psychologue spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où l'on parle de santé mentale, de bien-être et de tous ces sujets qui façonnent notre quotidien, nos pensées et nos émotions. Aujourd'hui, je vous amène un peu plus loin dans cette exploration, plus que des concepts, des symptômes ou des thérapies. J'aimerais vraiment partager avec vous aujourd'hui une partie de mon propre cheminement et de mes réflexions. La santé mentale chez les milléniaux, ou en tout cas chez les jeunes et les individus nés dans les années 90. En fait, pour ceux qui le savent, j'ai vécu plus de 2 ans à La Réunion, où je travaillais en tant que psychologue en clinique de psychiatrie pour adultes. C'était une super période de ma vie où j'étais épanouie, heureuse, entourée de personnes optimistes et solaires. Et puis, depuis mon retour de La Réunion, il y a de ça à peu près 1 an et demi maintenant, donc en octobre 2023, j'ai été assez frappée par une réalité qui, jusque-là, m'était presque inconnue ou m'échappait un petit peu, celle que ma génération, donc des années 90, n'allait pas si bien que ça psychologiquement. En fait, quand je suis partie en 2021, j'occupais un poste de psychologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, au sein duquel je travaillais à la fois sur un côté un versant clinique, en tant que psychologue clinicienne, et aussi sur un versant de recherche. Donc on était toute une équipe de chercheurs à regarder, à étudier l'impact du Covid-19 sur les soignants qui étaient impliqués dans la gestion de la crise sanitaire. Et juste après donc cette première année de Covid à travailler, j'ai laissé derrière moi en fait une génération que je percevais comme confiante, dynamique, avide de voyages et de fêtes, motivée et sûre d'elle. C'est-à-dire qu'il y a eu cette période où j'ai bossé et où on était confinés ou en couvre-feu. Donc j'avais pas trop fait attention que la crise Covid à ce moment-là nous impactait nous personnellement et cette tranche d'âge également. Et puis en fait quand je suis partie à La Réunion, j'avais le souvenir de ma génération comme de cette génération, comme je le disais, vraiment motivée, avide de projets, dynamique, confiante, etc. Cette génération que j'avais connue avant la crise épidémique de la Covid-19. Mais finalement, à mon retour en métropole, l'année dernière, le contraste m'a plutôt sauté aux yeux. J'ai retrouvé des amis ou des proches de cette tranche d'âge qui doutaient, qui semblaient perdus ou en tout cas en quête de sens. Autour de moi, j'ai vu des personnes, des connaissances, des anciens camarades de lycée, de collège, qui, il y a quelques années encore, semblaient avoir un parcours tout tracé, diplômés par exemple de médecine, de droit ou ou de formation plus spécialisante et plus professionnalisante, certains d'HEC, et qui là, en fait, après seulement quelques années de carrière, se reconvertissaient dans des métiers mais totalement opposés à celui qu'ils avaient projeté il y a quelques années ou pendant qu'on pouvait être encore étudiant, comme par exemple barman, hôtesse de l'air, intermittent du spectacle, ou alors des métiers peut-être dans le soin aussi, psychomotricien, sage-femme, etc. Et c'est comme si finalement on avait à peine commencé et on voulait déjà changer quelque chose, on voulait déjà changer notre métier. On a passé 5 ans, 8 ans, ou un peu moins ou un peu plus à étudier, et d'un coup, on travaille et puis hop, on veut déjà changer. Plus largement, que ce soit donc, comme je le disais, dans le discours de mes amis ou de mes patients de la même génération, donc les patients que je recevais à mon cabinet ou que je reçois à mon cabinet, j'ai remarqué des paradoxes vraiment omniprésents. Entre, par exemple,
une envie de bouger de pays en pays, de découvrir plein de choses, mais aussi une envie de s'ancrer dans un endroit pour construire une famille, par exemple. Une envie et vraiment un besoin d'être plus éco-responsable, mais aussi un besoin et une envie de faire le tour du monde, d'acheter les habits ou les objets dernier cri, d'être à la pointe de la nouveauté, de prendre l'avion pour bouger le plus possible. Pareil, envie d'avoir un métier en accord avec ses valeurs, mais besoin d'avoir un bon salaire pour faire face à un contexte économique exigeant. Bref, en fait, ce que j'observais, c'est que la plupart des personnes avec qui je parlais de cette génération 90 étaient un peu paumées, ambivalent en tout cas, ambivalent, paradoxal par rapport aux besoins, par rapport aux projets, enfin ouais, vraiment un peu perdu. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est juste un ressenti personnel ? Est-ce qu'il s'agit d'un biais cognitif, d'abstraction cognitive, d'abstraction sélective, pardon ? Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène limité à mon entourage, à mes amis ou à ma patientèle que je reçois au cabinet ? Ou alors sinon d'un phénomène qui est limité à la région où je me trouve désormais ? Mais bon, ceux qui me connaissent, que ce soit mes proches ou mes patients, savent que je ne pouvais pas forcément m'arrêter à cette simple observation. Mon esprit cartésien avait besoin de comprendre, de mettre du sens sur tout ça. Alors, évidemment, j'ai cherché, j'ai épluché un peu la littérature scientifique en santé mentale, en psychologie, sur ce qui avait été fait. J'ai lu, j'ai étudié, et ce que j'ai trouvé est plutôt très intéressant, justement. Cette crise existentielle générationnelle, elle ne sort pas de nulle part en fait. Elle est vraiment étudiée, elle est documentée et elle soulève même des enjeux vraiment plus profonds que juste une crise existentielle en gros. Donc dans cet épisode, je vous propose d'explorer tout ça ensemble en mêlant à la fois mes observations cliniques et bien évidemment comme toujours des données scientifiques. Donc je vous invite à vous installer et puis on va essayer d'y voir plus clair. Alors finalement, ce podcast n'est pas juste un projet pour parler des autres de ma génération, mais c'est aussi ma manière à moi de continuer à chercher du sens aussi. Quand on est psychologue et encore plus en TCC, on nous apprend à constamment réactualiser nos connaissances, à lire, à avoir un regard critique et scientifique. Et avant, dans mon parcours en institution, que ce soit aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ou à la clinique dans laquelle j'étais à La Réunion, j'avais cet équilibre justement entre pratique clinique, recherche, supervision, formation, animation de comités éthiques, mise en place, création d'ateliers, de groupes, etc. Et ça me nourrissait intellectuellement. Vraiment, ça me faisait énormément de bien, ça me motivait, ça mettait du sens sur ce que je faisais et ça me permettait d'avoir un juste équilibre entre mon travail et mon besoin d'apprendre, de cultiver mes connaissances. Mais depuis que je suis installée en libéral, les journées sont essentiellement rythmées par des consultations individuelles. Et le soir, après avoir écouté des récits souvent chargés émotionnellement, je vais l'admettre, je suis beaucoup trop fatiguée cognitivement pour me replonger dans des articles, des recherches ou des lectures complexes. Alors ce podcast, les formations aussi que je peux donner de temps en temps et les ateliers que j'essaie d'animer aussi en dehors du cabinet, ce sont mes moyens à moi justement de retrouver cet aspect qui me manque, de continuer à me nourrir, à apprendre, à évoluer. Et ça, c'est important pour moi parce qu'au fond, moi aussi je me pose des questions sur mon avenir, sur ce qui me convient, sur comment ajuster mon quotidien sans forcément tout bouleverser d'un coup. Et en fait, c'est un peu le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est répondre à des besoins, pouvoir satisfaire des fois des envies qui sont paradoxales l'une envers l'autre, sans tout bouleverser d'un coup et donc susciter une vague émotionnelle trop importante ou peut-être même
se mettre en danger finalement d'une certaine manière. Donc peut-être que c'est ça aussi la clé qu'on abordera dans ce podcast, c'est ne pas toujours chercher une réponse radicale, mais plutôt essayer d'ajuster, voir comment on peut faire évoluer les choses avant de tout remettre en question. Et c'est aussi ce que j'espère transmettre justement à travers ce podcast. Alors comme je vous le disais, mon tempérament un peu cartésien m'a mené à faire des lectures, des recherches, et comme je vous le disais aussi, eh bien, je n'ai pas été déçue sur ce que j'ai trouvé dans la revue de la littérature scientifique. En fait, beaucoup d'études, de recherches soulignent effectivement une augmentation notable des niveaux d'anxiété et de dépression chez cette population et chez ces individus nés dans les années 90. Ces études et ces recherches, je vais vous en donner des exemples là à la suite de ce podcast au fur et à mesure pour que vous ayez quand même des petites notions des organismes qui ont pu les mener. Je vais pas toutes les décrire en profondeur, je vais pas non plus toutes les évoquer au cours du podcast. Par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le dire ou à me le demander en commentaire et je vous enverrai du coup mes références bibliographiques et les liens qui vous conduiront justement à ces études si vous voulez en apprendre davantage ou les lire dans leur intégralité. Du coup, plusieurs études, comme je le disais, récentes, indiquent que les personnes nées dans les années 1990, souvent appelées donc les milléniaux ou la génération Y, présentent une santé mentale qui est plus fragile que les générations précédentes et mettent en évidence une augmentation significative des troubles anxieux, dépressifs et du mal-être général au sein de cette génération 90-99. Par exemple, une analyse réalisée par des chercheurs de l'université de Sydney et qui a été publiée assez récemment, en 2023, donc il y a moins de 2 ans, révèle que les individus nés dans les années 90 affichent une moins bonne santé mentale pour leur âge, donc pour l'âge auquel ils se situaient en 2023, que toutes les générations antérieures. Et ce constat, il a été associé aussi à une absence d'amélioration notable avec le temps. Ça a été donc fait sur une étude longitudinale, donc sur plusieurs années, et c'est ce que ces chercheurs ont mis en évidence. On a aussi une autre étude du journal des troubles affectifs qui a montré que les jeunes adultes nés dans les années 90 présentaient des niveaux d'anxiété et de dépression plus élevés que les générations précédentes au même âge, donc sur la même tranche d'âge. Et puis une autre étude, donc cette fois-ci plus locale, qui a été menée en France par l'INSEE, souligne une hausse du sentiment de précarité et d'incertitude chez les jeunes adultes qui sont nés justement dans les années 90. Et cette hausse du sentiment de précarité et d'incertitude, elle est notamment due à l'instabilité économique et professionnelle de cette même tranche d'âge. Une autre étude qui a été menée par une association qui s'appelle Blue Shield Blue Cross a révélé qu'entre 2014 et 2020, les milléniaux ont signalé une augmentation de 43% des cas de dépression majeure et une augmentation de 17% des troubles liés à la consommation de substances. Donc substances, c'est alcool, drogue dure ou autre. Donc ces chiffres sont quand même assez interpellants, on n'est pas sur des petites augmentations, on est sur des augmentations qui sont significatives, des chiffres qui sont assez interpellants, en tout cas dans le milieu de la santé mentale, donc qui sont bien évidemment non négligeables. Et puis il y a une autre recherche que j'ai vraiment appréciée et que j'ai aimé lire, c'est une recherche plutôt en psychologie sociale cette fois-ci, mais des chercheurs ont identifié un phénomène qu'ils ont appelé l'insatisfaction existentielle et ils ont identifié ce phénomène comme étant accru pour cette même génération, donc des individus nés dans les années 90. Et ce serait l'idée cette insatisfaction existentielle, c'est l'idée que les individus se sentent constamment en quête de sens, malgré des conditions de vie qui, objectivement, pourraient sembler favorables, voire même plus favorables que pour les générations précédentes.
Mais alors, pourquoi est-ce que tant de personnes de notre génération se sentent perdues, anxieuses, insatisfaites, voire en détresse psychologique ? Eh bien, en fait, la réponse est complexe. Elle repose sur une accumulation de facteurs à la fois économiques, sociaux et bien évidemment psychologiques, qui finalement, ensemble, ont façonné un terrain particulièrement fragile pour notre bien-être mental. Alors, je vais quand même vous proposer quelques facteurs, quelques causes clés qui ont été mises en avant donc par les recherches que j'ai pu lire. Mais encore une fois, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il n'y a pas que ces causes et ces raisons qui peuvent bien sûr influencer la santé mentale de ces jeunes, de cette génération-là. Et puis, bien évidemment, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, ou il peut y avoir d'autres raisons beaucoup plus personnelles. Alors, une des premières raisons, c'est notamment un écart grandissant entre les attentes que cette génération peut avoir par rapport à l'avenir, par exemple, par rapport à la vie, et la réalité. Notre génération, elle a grandi, en tout cas la plupart, a grandi avec un récit, celui du mérite, du travail qui paie, des opportunités presque infinies. Finalement, on nous a un peu appris que si on faisait des études, si on s'investissait, si on était motivé, on pourrait avoir un emploi stable, un bon salaire, une maison, une famille si on en a envie, voilà, une vie qui puisse nous convenir. Finalement, une fois arrivé à l'âge adulte, il s'est passé beaucoup de temps entre ce récit et notre âge adulte, et la réalité a pu être bien différente. Les crises économiques successives, l'inflation, la crise Covid évidemment, la précarité aussi du marché du travail ont rendu l'accès à cette stabilité beaucoup plus difficile qu'avant. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous cumulent des CDD ou alors peinent à se projeter financièrement avec leur emploi qu'ils occupent actuellement. Et ce qui en ressort dans cette génération, c'est vraiment une forme d'injustice. Du type, mais on a tout fait comme il fallait, on nous a conseillé de bien travailler, on a bien travaillé, alors pourquoi ça marche pas ? Pour illustrer ce phénomène que j'ai lu dans beaucoup des études justement que j'ai pu recenser, à titre vraiment personnel, moi j'ai fait un master du coup de psychologie clinique qui était un petit peu orienté de deux côtés, donc psychologie clinique, psychopathologie et à la fois psychothérapie en thérapie cognitivo-comportementale. C'était un master à l'époque c'était le seul master de France et je crois qu'encore aujourd'hui il y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, à l'époque où j'ai postulé au master, c'était le seul en France qui proposait une spécialisation en thérapie cognitivo-comportementale. Donc peut-être que je ferai un podcast pour vous expliquer la différence entre les TCC et les autres approches. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Et en fait, c'est un master qui était ultra sélectif. Il y avait seulement 20 personnes qui pouvaient être admises en master 1. Et bien évidemment, comme c'était le seul en France, des quantités énormes de candidatures chaque année et seulement 20 personnes admises. Donc c'est un master qui était assez difficile d'accès, qui nous a évidemment demandé beaucoup de travail aussi. Il y avait de la discipline à avoir, un certain niveau scolaire aussi. Et pourtant, quand on est sorti de master, à l'issue de notre diplôme, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été embauchée grâce à mon stage de fin d'études, donc j'ai pas eu de période de latence entre mon diplôme et mon premier poste, mais c'était de la chance en fait, c'est que j'ai été embauchée en tant que stagiaire psychologue et ils ont poursuivi mon contrat en tant que psychologue. Mais beaucoup de mes camarades qui étaient diplômés dans une approche très rare en France, mais très recommandée et très demandée aussi, ont vraiment eu de la difficulté, de la peine à trouver un emploi. Je me rappelle de certains de mes camarades qui ont mis 6 mois, 7 mois avant de trouver un poste en tant que psychologue, pour autant avec une spécialité qui est très demandée, très recommandée et très rare. Pareil, moi quand j'ai commencé du coup sur mon premier poste, certes j'ai pas eu cette galère on va dire pour le trouver. Par contre, j'ai été assez déçue quand j'ai reçu ma première fiche de salaire. Alors à la fois c'était la période Covid, donc j'avais très peu de dépenses, donc je me disais waouh super, j'ai beaucoup d'argent. Mais en même temps je me disais mais attends, j'ai quand même bac+5 avec en plus un master qui est hyper sélectif.
Et en fait, je touchais 200 ou je crois que c'était à peu près un peu plus de 200 ou de 200 euros de plus que le SMIC. En fait, j'ai commencé à 1500 euros, enfin 1525 euros pour un 39 heures à l'hôpital. Donc j'étais à 200, un peu plus de 200 euros de plus que le SMIC, alors que voilà, c'est encore une fois un métier qui porte des responsabilités. On prend en charge des patients qui souffrent psychologiquement, psychiatriquement parfois. On a des patients qui peuvent être en crise suicidaire. Enfin voilà, on a quand même une grosse responsabilité. On peut aussi être amené à évaluer un état de détresse, etc. Et je me disais, finalement j'ai fait des études, j'ai bien travaillé, j'ai fait un super master et je me sentais pas forcément valorisée d'un point de vue financier. Après, c'est pas forcément quelque chose qui était important pour moi, donc ça allait, mais c'est pour vraiment illustrer ce sentiment et cette forme d'injustice qu'on peut, dans notre génération, ressentir. Cette dissonance finalement entre les promesses et la réalité, elle va créer un sentiment parfois chez certaines personnes d'échec personnel, alors qu'en réalité, il s'agit pas d'un échec individuel ou personnel, mais plutôt d'un changement structurel profond. C'est toutes les conjonctures économiques, géopolitiques qui façonnent aussi justement cette dissonance entre ce qu'on nous a promis ou ce qu'on s'est projeté et la réalité du terrain. Un deuxième élément donc qui pourrait causer ou être à l'origine de ce mal-être dans la génération 90, c'est la pression de l'épanouissement à tout prix. En fait, aujourd'hui, c'est comme s'il ne suffisait plus d'avoir un travail, et puis c'est le cas, je pense. Il faut que ce travail, il ait du sens, qu'il nous passionne, qu'il soit aligné avec nos valeurs. Alors ça, c'est une très très belle idée en soi, et puis moi j'en suis très très partisane aussi, mais cette idée, elle peut malheureusement parfois devenir une source de pression énorme en fait. On peut culpabiliser si on ne se sent pas épanoui. On peut avoir peur de perdre son temps dans un métier qui ne nous correspond pas totalement. Et résultat, on assiste finalement à des reconversions professionnelles de plus en plus rapides. Parfois, comme je le disais en introduction, après seulement 3 à 5 ans de carrière et des années d'études aussi, parfois. Et on cherche, on tâtonne, sans jamais vraiment être certain d'avoir trouvé le bon chemin. D'ailleurs, il y a un auteur, Barry Schwartz, qui dans son livre le paradoxe du choix explique que trop d'options peuvent engendrer de l'anxiété et du regret, et il nomme ça la tyrannie des possibles. En fait, c'est comme si aujourd'hui, avec l'accès à une infinité d'opportunités professionnelles, à une infinité d'opportunités de mode de vie, de parcours personnel, il devient plus difficile de se sentir satisfait d'un seul choix. Et donc on y va, on teste, on se sent pas à 100% épanoui, alors on essaie autre chose, et puis on essaie encore autre chose. Et cette quête permanente d'un travail idéal, à terme, bien évidemment, elle peut conduire à un épuisement, elle peut être vraiment épuisante. À force de toujours chercher mieux, plus aligné, plus gratifiant, on peut finir par ne jamais être satisfait de ce qu'on a. Et c'est là où arrive cette fameuse anxiété existentielle, cette quête de sens incessante qui peut mener à l'épuisement. Comment parler de notre génération sans parler d'ultra-connexion ? Évidemment, c'est une des autres causes qui peut être en jeu et qui ressort encore une fois beaucoup dans les études que j'ai pu lire. Donc une ultra-connexion qui forcément alimente la comparaison et l'anxiété. Les réseaux sociaux ont complètement transformé notre rapport aux autres, ça je pense que je vous apprends rien, mais aussi notre rapport à nous-mêmes. Avant, on se comparait à nos amis proches, à nos voisins, à nos collègues, aux membres de notre famille. Aujourd'hui, on se compare au monde entier. On est exposé à des vies idéalisées, à des réussites permanentes, à des standards de beauté, de carrière, de bonheur qui semblent presque parfois inatteignables en fait. Cette comparaison constante, elle génère forcément, elle crée un sentiment d'infériorité permanent et de frustration. Et au-delà de la comparaison qui peut être suscitée par les réseaux ou par les écrans, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'infobésité.
L'infobésité, c'est le fait d'être bombardé d'informations toute la journée. Et aujourd'hui, on est ultra connecté. Avant, quand on était petit, donc cette génération 90, mais même les générations avant, on avait accès à des informations de manière assez limitée. Il y avait les journaux en format papier, mais du coup, c'est pas des images qui bougent, c'est pas des paroles, il y a pas de bruit, il y a pas de son, c'est de la lecture, donc c'est moins traumatique, c'est moins exposant ou violent, mais c'est aussi plus facile de trier ce qu'on a envie de lire ou pas lire. On lit le gros titre, ça nous intéresse, on lit, ça nous intéresse pas, on lit pas. Il y avait le JT de 20h et puis ensuite le JT de 13h si on pouvait le regarder, et puis plus tardivement quand il est apparu, mais c'était à peu près tout. Aujourd'hui, on va être bombardé d'informations, il y a les radios, la télé, mais il y a tous les réseaux qui nous bombardent de notifications, d'informations. On lit à tout bout de champ des choses sur la crise climatique, des choses sur les conflits géopolitiques, sur l'effondrement économique, sur la détresse psychologique. Enfin, on est bombardé d'informations anxiogènes. Et cette surexposition à des nouvelles qui souvent, bien évidemment, sont négatives, eh bien, elle finit par créer un stress chronique, une fatigue mentale qui nous empêche parfois de nous projeter sereinement dans l'avenir. Un autre phénomène majeur de notre époque, c'est l'explosion des discours et des idées, l'émancipation des courants de pensée. On se détache de plus en plus des modèles familiaux traditionnels, des normes imposées, des croyances, des croyances religieuses, des idéaux religieux. Et finalement, ce qui avant structurait nos vies, donc les valeurs familiales, la religion, les rôles définis par la société, aujourd'hui est remis en question. C'est certes une avancée en termes de liberté de penser et puis de déconstruction aussi. C'est important de ne pas rester endoctriné dans un schéma de pensée parce qu'on nous l'a appris, mais c'est aussi parfois déstabilisant et pour certaines personnes insécurisant. On a accès aujourd'hui à une multitude d'opinions, de visions du monde et paradoxalement, cette ouverture, elle peut parfois nous perdre. Qui suis-je en dehors de ce qu'on m'a appris à être ? Quelles valeurs me correspondent vraiment ? Est-ce que c'est cet ami-là que j'ai envie d'être ou est-ce que c'est celui-ci ? Est-ce que c'est cette opinion auquel j'adhère le plus ou est-ce que c'est celui que cette majorité de personnes défend ? Et en fait, dans une société où on peut tout être, le choix devient comme un peu vertigineux, comme nauséeux même. Certains trouvent une nouvelle identité dans cette liberté, c'est très chouette, mais d'autres au contraire, et ça je l'observe aussi et surtout en consultation avec mes patients, se sentent perdus dans un trop-plein de possibles, se sentent dépassés et des fois se sentent même inférieurs avec toutes ces avancées d'opinions de pensée qui sont pas toujours réactualisées pour eux ou claires pour eux. Et puis ce phénomène, il s'observe aussi dans le rapport au bonheur. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le syndrome du bonheur imposé, c'est-à-dire l'impression qu'être heureux, c'est devenu une obligation. Sûrement, je pense, comme on le disait un peu plus haut, plus précédemment, sûrement à cause des réseaux sociaux, justement, qui montrent sans cesse la vie idéale des autres. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, c'est aussi cette émancipation de courants de pensée où on prône la pensée positive, l'optimisme, etc. Et j'ai beaucoup de personnes en consultation qui me disent, mais là, tout âge confondu, mais qui me disent, j'ai tout pour être heureux, alors pourquoi je le suis pas ? J'ai tout pour être heureux, pourquoi je pleure ? Pourquoi je me sens triste ? Pourquoi ça va pas ? Comme si finalement le bonheur était un objectif, un projet à réussir, une case à cocher, plutôt qu'un état spontané qui se vit parce qu'il est là à ce moment-là, et puis qui peut partir, qui peut revenir comme les vagues de l'océan finalement, comme toutes sortes d'émotions. Autre paradoxe de notre époque et donc autre cause potentielle de ce mal-être générationnel, eh bien on n'a jamais été aussi connecté comme on l'a dit précédemment et pourtant on se sent de plus en plus seul. Beaucoup de jeunes adultes ont un cercle social large mais expriment pour autant un profond sentiment de solitude, d'isolement parce que les relations deviennent
plus superficielle peut-être, notamment par le biais des écrans, des réseaux, parce qu'on prend moins le temps aussi de cultiver et d'alimenter nos relations sociales, et puis parce que l'ultra-connectivité, elle ne remplacera jamais la vraie proximité humaine. Et puis, y a un autre élément que j'ajoute un peu à celui-ci par rapport à ce sentiment de solitude qui est un peu paradoxal avec l'ultra-connectivité, c'est que aujourd'hui, on prend de moins en moins de temps pour l'introspection, pour se poser avec soi-même et réfléchir. Si vous regardez dans une salle d'attente de médecin ou de psychologue ou de n'importe quel autre endroit où on est amené à attendre, la plupart des gens sont sur leur téléphone. Dans ce monde finalement où tout va vite, où on est en permanence sollicité, on a moins en moins de temps, ou en tout cas on prend de moins en moins de moments pour se poser et simplement ressentir. Simplement se questionner sur ok, comment je me sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? On remplit nos journées. On scrolle sur notre téléphone dès qu'on a une seconde de vide, dès on doit attendre un rendez-vous, dès qu'on est en train de ne rien faire. Et on évite parfois inconsciemment d'affronter nos propres questionnements ou alors de s'orienter vers des activités qui peuvent nous mettre en relation ou qui peuvent nous aider justement à nous sentir épanouis et satisfaits, vivants. Enfin, comment ne pas parler de l'éco-anxiété et de l'incertitude face à l'avenir pour notre génération des années 90. Je pense, et je sais pas si je peux m'avancer de dire ça, mais je pense que pour la première fois, une génération entière se demande si s'il est raisonnable d'avoir des enfants, s'il est raisonnable de construire une maison, s'il est raisonnable de faire tel et tel choix de vie, finalement, si son avenir sera vivable en fait. Si les efforts qu'elle fait au quotidien auront un impact suffisant et contrairement aux générations précédentes qui se projetaient, je pense, avec une certaine confiance, et puis pour en avoir parlé avec des patients justement de générations précédentes ou même ma maman par exemple, en fait nous, notre génération grandit vraiment avec l'idée que l'avenir est incertain, voire menaçant. Et ce qui évidemment ce fait d'avoir cette vision d'un avenir incertain, insécurisant et menaçant, ça va impacter notre morale, mais ça va aussi impacter notre capacité à nous projeter sereinement et donc à faire des choix en toute sérénité. Les choix pourront être faits, mais il y aura toujours cette petite question, ou souvent cette petite question de est-ce raisonnable, est-ce correct, est-ce ok pour moi, est-ce ok pour la planète, etc. Donc si on résume un petit peu, notre génération, elle est prise dans un tourbillon de paradoxes, de contradictions. On est plus libre, mais on est plus perdu. On est plus connecté, mais on est plus isolé. On est plus informé, mais on est plus anxieux. On est en fait constamment dans un entre-deux qui est permanent. On est tout le temps tiraillé entre les modèles d'hier et l'incertitude de demain. Et tout ça nous amène justement à cette ambivalence de ressenti. Alors, c'est pas parce qu'on ressent toute cette ambivalence qu'on n'est pas heureux. J'espère en tout cas que toute notre génération n'est pas malheureuse, mais ça explique aussi pourquoi autant de questions existentielles, pourquoi autant de reconversions professionnelles, pourquoi est-ce que je reçois beaucoup au cabinet des personnes entre 25 et 35 ans qui expriment de l'anxiété vraiment massive, significative, pourquoi aussi certains jeunes rapportent des idées noires, voire des idées suicidaires de manière assez précoce, alors que tout semble leur réussir autour. En fait, comme je disais plus haut, les projets, qu'ils soient concrétisés ou non, ne suffisent pas et ne permettent pas de se sentir à 100% épanoui quand on est justement dans ce questionnement, dans ce paradoxe et dans cette quête de sens. Alors, la prochaine fois, dans un prochain podcast, on abordera justement la vraie question
de ce thème. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, Romane? Parce que là, tu nous plombes l'ambiance, mais c'est pas très sympa. On voudrait des explications, des solutions ou en tout cas un peu plus d'optimisme. Alors, je vous ferai dans un prochain podcast justement une suite de ce thème avec justement des moyens, des astuces, des pistes pour justement limiter cette anxiété ou ce mal-être générationnel, retrouver un certain équilibre et puis retrouver du sens dans un monde qui bouge beaucoup. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Vraiment n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous prend 3 petites secondes et moi du coup ça me donne un peu plus de motivation aussi pour faire du contenu si je vois que vous êtes nombreux à l'écouter. Et puis, donnez-moi aussi votre avis en commentaire ou par message, comme vous préférez. C'est toujours très gratifiant et motivant. Merci du fond du cœur déjà à ceux qui m'ont fait des retours pour le premier épisode. Ça m'a fait vraiment très plaisir et ça m'a fait très chaud au cœur. J'espère que les prochains vous plairont tout autant. Alors, prenez soin de vous et à tout bientôt.